Le grand décryptage sur iTélé, on va tenter de trouver ce qui coince dans notre économie. Pourquoi le chômage ne baisse toujours pas? Il y a eu 1300 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de juin. Au total, 3 553 500 chômeurs sans aucune activité. Autour de la table ce soir, Thibault Langsade, en charge des PME au MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Marc Ferracci, professeur d'économie à l'université Panthéon-Assas. Bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous entendre tous les trois sur les chiffres du mois de juin dévoilés ce soir à 18h. Est-ce qu'ils sont encourageants ou pas? Le gouvernement parle d'une quasi-stagnation du chômage. Pascal Pavageau. Écoutez, en tous les cas, ce n'est pas une inflexion. C'est peut-être effectivement, grosso modo, une stagnation ou une très légère augmentation. Mais le problème, c'est la tendance. Ce n'est pas un mois qui fait une tendance. Et la tendance aujourd'hui, elle reste la même. C'est-à-dire que globalement, sur le marché du travail et sur le chômage, on va dans le mur, on continue d'y aller. Alors on y va peut-être au mois de juin moins vite que les mois précédents, mais on continue d'aller dans le mur. Et donc, la question fondamentale, c'est la politique économique qui est menée. On voit que les résultats de cette politique économique, qui, pour répondre aux injonctions de Bruxelles, sont sur le tout austérité, pour répondre aux injonctions du patronat, sont sur la baisse du coût du travail, nous amène à des résultats récessifs en matière d'emploi et donc à la destruction nette d'emplois mois après mois avec des taux records au niveau du chômage. Donc il y a une nécessité selon Force ouvrière et nous le disons depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, parce que cette politique économique était la même de la part de la majorité précédente. Il y a une nécessité absolue de changer complètement cet axe de politique économique et de revenir sur de l'investissement public, de l'intervention publique pour aider notamment l'investissement privé qui pour l'instant est tâtonne et la demande privée qui est tâtonne, et puis permettre de recréer de la demande et pas uniquement d'agir sur l'offre, parce qu'on a besoin d'avoir des augmentations de salaire et de recréer de la croissance. Recréer de la croissance pour recréer des emplois. Par le pouvoir On va d'achat. aller sur les solutions. Thibault Langsade, Pascal Pavageau dit que le gouvernement répond aux injonctions du MEDEF. Non, je ne crois pas. D'abord, Vous sentez extrêmement entendu par le gouvernement? Non, il faut voir une chose, c'est qu'on sait très bien que l'inversion de la courbe du chômage se fera à partir du moment où on aura 1,5 de croissance. Aujourd'hui, on n'y est pas, on est plutôt aux alentours de 0,9. Et donc, il faudra l'INSEE prévoit probablement... 1,2 sur 2015. Oui, enfin 1,2. Donc, il faudra probablement attendre la fin de l'année pour qu'il y ait une inversion de la courbe du chômage. Maintenant, les chiffres, pour le moment, ne sont pas très bons, puisqu'on a détruit globalement, si on reprend à périmètre constant, à peu près 10 000 emplois ce mois-ci. Et donc, on assiste pour le moment... Avec l'ancienne méthode de calcul. Avec l'ancienne méthode de calcul. Il faut quand même remettre les choses pour que ce soit audible pour les Français. Pour le moment, on continue à détruire de l'emploi. Parallèlement à ça, les marges des entreprises sont encore très en décalage par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire que la marge moyenne des entreprises, qui s'est un peu améliorée depuis le début de l'année, aux alentours de 30%, on a à peu près 12 points d'écart par rapport à l'Allemagne. Ce qui fait que notre niveau de compétitivité, pour le moment, n'est pas optimum. Et donc, il faut attendre probablement la fin de l'année pour qu'on ait une amélioration sensible. On a des faisceaux une amélioration positifs sensible pour l'emploi ou pour les entreprises? On sait en ce moment qu'il y a une reprise de l'intérim, qui est un indicateur avancé du chômage, donc c'est plutôt un signal encourageant. Mais il va falloir attendre le mois de septembre pour s'assurer que la croissance qui commence à poindre du nez soit stabilisée et nous emmène réellement sur 1,2, 1,5. Et à partir de là, on aura une amélioration de la courbe du chômage. Marc Ferracci, ce qu'on a besoin de bien comprendre, c'est qu'à partir de 1,5% de croissance, automatiquement, ça va créer des emplois, quel que soit ce type de croissance, même si c'est une croissance qui est due aux achats d'énergie. Alors, à partir de 1,5% de croissance, on fait baisser le chômage. On crée déjà des emplois avant 1,5% de croissance. Le problème, c'est que le marché du travail français doit absorber... On crée plus d'emplois qu'on en détruit. Voilà, non, mais on en crée avant 1,5 point de croissance. Le problème, c'est que le marché du travail français doit absorber chaque année un surcroît de population active qui est très important, qui est d'ailleurs beaucoup plus important qu'un pays comme l'Allemagne, qui est de l'ordre de 130 150 000 personnes. C'est pour ça qu'on a besoin de créer plus d'emplois pour faire... La France, c'est combien ? Ça varie suivant les années. En 2012, par exemple, c'était plus important, de l'ordre de 200 000, parce que le relèvement de l'âge de départ à la retraite avait déjà créé un appel d'air du côté des seniors. Mais globalement, on est sur des chiffres qui sont importants, de l'ordre de 130, 150 en moyenne, 150 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail,
unité supplémentaire sur le marché du travail chaque année. Et de ce point de vue, on a besoin de croissance. Mais je voudrais dire quelque chose, c'est qu'on parle là du chômage comme d'un problème conjoncturel. C'est malheureusement plus un problème conjoncturel. C'est un problème qui a une dimension véritablement structurelle. Depuis désormais 40 ans, nous ne sommes pas repassés, sauf à quelques petites exceptions près, en dessous de 8% de taux de chômage. 8% rapporté à la population active. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises par des gouvernements de gauche comme de droite dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, qui tiennent au fait qu'on n'a pas pris conscience du véritable problème qui est que le chômage est aujourd'hui principalement un problème de non qualifiés. Je cite souvent ce chiffre, c'est un chiffre qui est produit par l'INSEE. Le taux de chômage des gens qui gagnent plus d'1,3 SMIC ou qui dans leur carrière professionnelle ont gagné plus d'1,3 SMIC, c'est 5%. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on est au plein emploi. C'est-à-dire fondamentalement que si on ne s'attaque pas au problème des non-qualifiés, à travers des actions qui touchent à la qualification, comme l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, mais aussi avec des outils comme les allègements de charges ciblés sur les bas salaires, eh bien, on ne résoudra rien. Et j'ajoute sur ce sujet qu'il y a eu des erreurs de politique économique qui ont très certainement été commises, notamment dans le cadre du pacte de responsabilité, qui a ciblé des dizaines de milliards d'euros jusqu'à des niveaux de salaire très élevés. Or, on sait que pour créer de l'emploi, par ces méthodes qui sont très coûteuses pour les deniers publics, eh bien, il faut cibler sur les bas salaires. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de cela, sinon on ne s'attaquera jamais au noyau dur de chômage qui est composé de gens qui sont peu qualifiés. Pascal Pavageau, sur la formation, on dit souvent que les syndicats freinent des quatre fers sur la réforme de la formation. Les 30 milliards de la formation, une grande partie sert aux salariés déjà en place, alors que l'argent devrait aller aux chômeurs. Non, les équilibres sont faits. Enfin, de toute façon, au niveau du paritarisme, les interlocuteurs sociaux, que ce soit patronaux et syndicats, s'entendent effectivement sur les affectations en fait, de l'argent de la formation professionnelle. Est-ce que l'argent doit aller plus aux chômeurs, en clair ? Mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on a déjà des équilibres qui sont trouvés entre effectivement les actifs, ceux qui sont en recherche d'emploi. Mais encore une fois, la question fondamentale, ce n'est pas la formation professionnelle qui va créer de l'activité et qui va créer les emplois dont on a besoin pour que les chômeurs puissent retrouver un job, puissent retrouver un poste. C'est bien un sujet qui est avant tout une question de politique économique. Mais Marc Ferracci vient de dire que quand on est formé, on a moins de risques d'être au chômage. L'exemple de la formation ou des emplois qualifiés. Prenons un exemple concret qui est par exemple le fait que l'État donne moins aux collectivités publiques, aujourd'hui du fait de la rigueur budgétaire et de l'austérité, et donc que les collectivités publiques passent moins de marchés publics locaux, un département, une ville, etc. Eh bien, entre 2010 et 2014, on a détruit 10 000 emplois qualifiés, voire hyper qualifiés, souvent en CDI, rien que dans la branche ou dans les secteurs du BTP, du fait de la rigueur budgétaire. Là, ce n'est pas des emplois notamment sous-qualifiés. Donc, on a besoin de changer de politique économique et de faire en sorte que, lorsqu'il y a une intervention publique, cette intervention publique, elle soit effectivement ciblée, mais pas par des exonérations de cotisations sociales qui détruisent le financement de la sécurité sociale, mais par des aides ciblées sur des champs d'intervention. Par exemple, en faveur de l'énergie, pour baisser le coût de l'énergie, pour être compétitif au niveau de l'ensemble des entreprises. On a besoin, par exemple, de cibler en matière de crédit d'impôt recherche. C'est une mesure qui peut être intéressante dès lors qu'elle est ciblée et que derrière, elle est contrôlée. Le problème du CICE, le problème du crédit d'impôt compétitivité emploi et du pacte de responsabilité, son échec est dans le fait que cette aide publique à hauteur de 40 milliards n'est pas ciblée, donc on dispatche de l'argent public sans aucune création d'embauche. Il y a des voix au Parti socialiste qui disent qu'il y a encore 15 milliards à affecter aux entreprises et qui aimeraient réorienter cet argent vers de l'investissement public, en tout cas vers de l'investissement privé productif. Thibault Langsade. Non, mais d'abord, il ne vous a pas échappé que pour le MEDEF, c'était une priorité absolue. Pierre Gattaz a lancé toute une dynamique autour du million d'emplois et là-dessus, il faut véritablement faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour réduire cette population de chômage qui est 5,7 millions, qui est sans précédent. Et donc là-dessus, on a un certain nombre de solutions à proposer. Je pense que remettre de la flexibilité est bien évidemment quelque chose qui permettra de pouvoir réouvrir les vannes sur le marché de l'emploi. C'est ce qui a été fait en Angleterre, c'est ce qui a été fait en Allemagne. On ne change pas les règles du jeu. Pacte de responsabilité, mais ce serait effroyable si jamais on était amené à changer les règles du jeu. D'abord, c'est la parole présidentielle. Nous avons demandé, et le président s'est engagé, à donner une stabilité aux entreprises. Comment voulez-vous
qu'on puisse changer les règles en cours de route. D'abord, sous aucun prétexte. Qu'est-ce qui pourrait le justifier? Et ensuite, l'effort qui a été mis pour faire redémarrer l'appareil productif, c'est-à-dire le manque de compétitivité, doit aller à son terme. Et donc, ce serait grave de s'orienter vers cette voie-là, voire même dangereux, parce que ça enrayerait la croissance en France. Donc, ce sont des gesticulations politiques, en tout cas, il faut l'espérer, mais la trajectoire qui a été donnée par le président de la République, maintenant, doit aller à son terme avec une baisse de l'impôt sur les sociétés d'ici 2017. Sur les réformes à mettre en place, Thierry Solère, député Les Républicains, proche de Bruno Le Maire, était l'invité d'ITélé à 22h15. Il disait, je l'ai un peu aidé, qu'il fallait certainement dans un avenir proche, en tout cas ce sera au programme des Républicains et de Bruno Le Maire, une réforme du système d'indemnisation du chômage. Pascal Pavageau, je vous vois effondré. Non, pas effondré, c'est un vieux débat politique et politicien. On voit qu'on s'approche bientôt de la présidentielle, donc ça, c'est les vieilles marottes. Encore une fois, on n'aura pas à traiter du problème de l'indemnisation le jour où il n'y aura plus de chômeurs. Et c'est bien le sujet que nous cherchons tous à résoudre. La question fondamentale... Aujourd'hui, 2 ans d'indemnisation sans dégressivité. Elle est de permettre de recréer de l'activité. Encore une fois, ce n'est pas les chômeurs qui sont responsables de leur état ou de la situation du chômage. Ils en sont les seuls et uniques victimes. C'est que l'accompagnement des chômeurs... pas bien. Revenons sur l'essentiel. On donne aujourd'hui 40 milliards d'aides publiques, d'interventions publiques au niveau des entreprises, sans aucune création d'embauche, sans aucune création d'emplois, parce que ces aides ne sont pas ciblées. Et on finance ces aides avec 50 milliards de services publics en moins et de sécurité sociale en moins, qui, elles, détruisent des emplois. Et derrière, avec ces 50 milliards d'économies budgétaires, on est en train de venir nous expliquer qu'en plus, il faudrait moins indemniser les chômeurs qui sont victimes justement de l'absence d'emploi et de ces baisses de politique économique. Ce serait la double peine. Non mais en fait, le point est assez simple et je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Les chômeurs sont mal accompagnés. Ensuite, on a un régime qui est déficitaire. Les chômeurs cherchent de l'emploi. Un régime trop généreux, Thibault Langsat est inefficace. Je ne sais pas s'il est trop généreux. Est-ce qu'il est inefficace? Il ne fonctionne pas bien. Et probablement sur une indemnité qui serait moins importante, sur une indemnité qui serait plus courte, mais tout aussi importante, permettrait de mettre le chômeur dans un système probablement plus dynamique. Il y a des chômeurs qui abusent, il y a des chômeurs qui sont dans une très grande précarité, qui ont probablement besoin d'être mieux accompagnés. Là-dessus, ils ne sont pas assez dynamiques. Marc Ferracci. Je pense que... Non, mais... Marc Ferracci. Ce qui est important, c'est de voir que ce régime, il est tout de même déficitaire et que nous avons l'impérieuse nécessité d'équilibrer. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois actifs pour financer le système. Le problème, c'est le chômage, c'est l'absence Pascal Pavageau, on va écouter Marc Ferracci. Sur cette question de l'assurance chômage, si on se compare à ce qui se fait ailleurs, on se rend compte que le système français est relativement généreux, mais pas beaucoup plus généreux qu'ailleurs. Il est très généreux pour les hauts niveaux de qualification. On a un plafond de l'indemnisation qui est à 6 000 €, c'est-à-dire que les cadres... Le plus, hein. Oui, mais justement, ça, c'est pas un bon argument. Parce qu'un système d'assurance chômage, c'est pas un système dans lequel vous devez forcément retrouver vos billes. C'est un système qui doit aussi inciter à la reprise d'emploi. Et on sait qu'à un haut niveau d'indemnisation, il y a des études et des évaluations rigoureuses qui le montrent, les gens n'ont plus d'incitation à retrouver un emploi. Le taux de reprise d'emploi des gens qui sont payés au plafond, et finalement, il remonte seulement au moment où la fin des droits approche. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Il faut là aussi un peu mieux cibler les ressources et cibler les ressources vers ceux qui sont les moins employables. Il y a quand même un sujet qui devrait interpeller les commentateurs, c'est qu'il y a aujourd'hui un chômeur sur deux qui n'est pas éligible à l'assurance chômage, avec tous les désagréments sociaux que ça génère. Je pense qu'il faut repenser de manière sereine, de manière raisonnée l'architecture de notre assurance chômage en pensant à la question de l'indemnisation, mais en pensant aussi à la question des cotisations. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des caractéristiques très similaires, même secteur d'activité, même taille, même profitabilité, dont certaines coûtent très cher à l'assurance chômage parce qu'elles jouent beaucoup la rotation des emplois, qu'elles utilisent beaucoup les contrats courts et qu'elles licencient beaucoup, et d'autres entreprises très similaires contribuent au contraire à l'assurance chômage et à la collectivité. Face à ce système qui n'est absolument pas efficace parce qu'il enlève des ressources qui seraient utiles justement pour l'accompagnement des chômeurs, eh bien, il y a des pays, notamment des pays anglo-saxons comme les États-Unis, qui ont mis en place des systèmes comme le bonus-malus. Ça consiste à faire payer plus aux entreprises qui jouent le jeu de la rotation des emplois et avec une contrepartie, si je peux terminer avec une contrepartie qui est de sécuriser aussi les entreprises en matière de droit du travail sur les séparations. L'architecture d'un système qui fonctionnerait mieux, c'est un système dans lequel les entreprises ont un certain degré de certitude sur ce qu'elles vont
vont devoir payer. Et de ce point de vue, on n'a pas forcément besoin de dépenser des milliards en plus. Changer l'architecture de l'indemnisation du chômage et de la protection de l'emploi, c'est-à-dire du contrat de travail, peut amener à des résultats tout à fait significatifs sans dépenser des milliards. Le mot de la fin, Thibault Langsad. Non, mais ce qui a été dit, c'est qu'in fine, il faut davantage de flexibilité pour les entreprises, donc des contrats de projet, des contrats de rupture préclosés, ce qui permet finalement de pouvoir élargir le spectre de l'emploi en France. Même le Fonds monétaire international dit que créer des mesures structurelles de flexibilité sur l'emploi, à court terme, détruit de l'emploi et à moyen terme, n'en crée aucun. Donc c'est certainement pas la solution à la situation d'augmentation du chômage que nous connaissons. Le débat restera ouvert ce soir. Merci à tous les trois. Merci Thibault Langsad du MEDEF. Merci Marc Ferracci, professeur à Panthéon-Assas, à l'Université Panthéon-Assas. Et merci Pascal Pavageau de Force Ouvrière. Tout de suite, c'est le journal avec Myriam Bounafa. Quasiment 23h sur iTélé. Bienvenue à vous si vous nous retrouvez à la une de l'actualité. Les incendies dans le Var qui sont désormais fixés. 10 000 personnes ont été évacuées dans l'après-midi de 3 campings.